plus que maintenant, bonsoir. Les vraies voix de l'été débutent à l'aube d'un nouveau week-end et d'une vague de départ en vacances. Quel que soit votre scénario, Sud Radio vous accompagne. Le sommaire de cette émission. Parmi les calvaires du moment, passer à la pompe à essence. Plus de 2 € le litre, quel que soit le carburant. Ça tombe mal et certains profitent de l'opportunité pour engranger les profits. D'où la question du soir. #carburant. L'État doit-il enrayer la flambée des prix de l'essence cet été ? Sinon, on va tous se serrer la ceinture. À 18h10, le grand débat. Déjà 32 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année. La gauche pousse un cri d'alarme car la mise en avant des actes criminels à l'origine de ces feux occultes, selon elle, et la question de la lutte contre le réchauffement climatique est donc occultée. Nous vous interrogeons. Récupération politique, le drame des feux de forêt est-il d'abord un problème de réchauffement climatique ou d'incivilité ? Alors les deux fonctionnent évidemment, mais d'abord, puisque il y a d'un côté la gauche qui dit c'est d'abord le réchauffement climatique et de l'autre côté la droite qui dit c'est d'abord les incivilités. Réagissez au 0826 300 300 ou sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je vous présente tout de suite les vraies voix. Un trio de choc. Un trio qui ne part pas en vacances, du coup, et bravo. Avec Michael Sherman, conseiller municipal inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Bonsoir Michael. Bonsoir Frédéric. Pas de départ. Pas de départ, on est là pour les vraies voix. Superbe. Face à vous, quelqu'un qui vous veut du bien ou pas, on verra. Yann Ledors, chef d'entreprise dans le domaine de l'automobile, justement. Vous avez des choses à nous dire. Bonsoir Yann. Bonsoir Frédéric. Les gens sont partis sereins avec leur voiture ou pas ? Non, pas trop. Ouais. S'ils ont fait l'entretien, oui. Sinon, vous avez vu, hein ? Vous avez vu le professionnel. Bon. Une promo. Et puis alors évidemment, d'aucuns disent jeudi c'est ravioli et vendredi c'est René Chiche. Vous connaissez la phrase. Absolument. Bah oui. René Chiche. Je pars en vacances. Ah oui. Pas aujourd'hui, mais je pars en vacances. Ouais, oui. Voilà. Bah oui, c'est ça l'avantage des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, voilà, évidemment. Exactement, Ouais. voilà. Vous êtes journaliste pour le site idbooks.com et pour Galaxy TV. C'est ça. Ouais, je sais jamais avec prononciation. Parfait. Etc. Bon, vous êtes donc prêts, les vraies voix. Il y a la question, on pense vraiment à vous qui êtes dans la voiture. Alors si vous partez en vacances ou si vous revenez du boulot, parce que il y a du monde sur les routes, soyez patients. Mais justement, on ouvre le débat. Les vraies voix Sud Radio. Vous prenez la route et jetez un œil sur les prix du litre du carburant et vous sursautez. Il fallait s'y attendre. Les États-Unis bombardent à nouveau l'Iran. Le détroit d'Ormuz redevient impraticable. Les cours du pétrole grimpent. Enfin, pas tant que ça d'ailleurs. Il est temps de réagir pour empêcher que les Français ne se serrent trop la ceinture pendant leurs vacances. La question du soir, #carburant. L'État doit-il enrayer la flambée des prix de l'essence cet été ? Nous avons, chers vraies voix, et vous, les auditeurs de Sud Radio, l'immense plaisir d'avoir la référence sur les questions énergétiques. Il est l'incontournable, Philippe Charlès. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Bon, et évidemment, ça n'a échappé à personne. Vous vous êtes garé, vous êtes en voiture parce que vous aussi, vous étiez sur le chemin. Mais je voulais absolument vous avoir. Déjà pour savoir si les prix... Vous avez vu un peu les prix de l'essence là en venant ou pas ? Alors j'ai vu hier, puisque j'ai fait le plein de ma voiture hier, et donc j'ai mis du diesel. Pourtant c'était dans un intermarché, donc on va dire à la grande distribution, et c'était pas sur l'autoroute. Et donc j'ai fait un plein diesel à 1,98. Oui, on y était presque aux deux, mais enfin les deux c'est partout. Alors oui, Philippe, oui. Oui, donc je voulais dire que à peu près en une semaine, le baril est quand même qui était redescendu à $70, cote là cet après-midi à $87. Il faut savoir que $10 de renchérissement du baril, c'est à peu près 6 à 7 centimes en plus. Donc, on était entre 1,85 et 1,90, on était retombé. On verra pourquoi est-ce qu'on n'était pas retombé plus bas. Et là, on a repris entre 10 et 15 centimes. Donc, effectivement, on refrôle les 2 €. C'est mécanique.
Ouais, et ça fait peur. Et ça fait peur. Alors, y a-t-il des solutions? Que faut-il faire? Moi, je sollicite déjà autour de la table les vraies voix. Il y a quand même un gros problème, c'est-à-dire que on part en vacances et quelle que soit la conjoncture, Michael Sherman, il y a ce tarif exorbitant. C'est le même scénario tous les ans. Tous les ans, on a l'impression de revivre un petit peu. Il y aura toujours le prétexte des guerres, il y aura toujours des enjeux internationaux qui impacteront le pouvoir d'achat des Français. Mais je pense que l'État, c'est là où il doit jouer son rôle. Il peut jouer sur la fiscalité, il peut jouer notamment sur le taux appliqué. Et je pense que à ce jour, l'État ne joue pas son rôle. René Chiche. Mais c'est-à-dire que jusqu'à présent, le gouvernement a refusé toute forme réellement de solutions réelles et concrètes par rapport à ce sujet. Moi, alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas un grand spécialiste de ce sujet. Hein. On a affaire à monsieur. Mais vous avez une voiture? Non, je n'ai plus de voiture, mais je suis un pur Parisien, donc j'ai plus de voiture. Je conduis. Vous êtes à vélo? Non, je suis à pied. Bien, ou en taxi, ou en transport en commun. J'ai plus de voiture. Je suis un pur Parisien. Donc c'est vrai que moi, je suis pas hyper. Mais c'est vrai que le gouvernement a pour l'instant refusé, en fait, toute forme réellement de. Oui, il agit au coup par coup. C'est ça le problème, c'est qu'il joue coup par coup. Et maintenant, quelle est la solution à envisager dans ce domaine? Parce que c'est vrai que c'est quand même lié à la situation internationale qui change de semaine en semaine. Donc, est-ce qu'un gouvernement actuellement peut agir vraiment? Je ne sais pas. En plus, franchement, on ne sait plus qui croire. Vous avez la porte-parole du gouvernement qui dit que les Français qui avaient droit aux fameuses aides sont à peu près 40% à l'avoir touché. Vous avez le député PS Philippe Brun qui lui a dit que c'était absolument faux et que c'était en fait une opération fiasco ce qu'avait fait le gouvernement. Donc, vous voyez, qui croire dans ce domaine? Parce que franchement, c'est pas très évident à comprendre. Hein. Et le côté béotien que vous avez mis en avant et qui vous honore, parce que vous êtes honnête, mais en tout cas a le mérite de poser les vraies questions. Et c'est la raison pour laquelle Philippe Charlez est là. Bien sûr. Je continue mon petit tour de table. Alors là, on a affaire à un spécialiste, là, Yann Le Dort. Yann, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches sur ces augmentations ou pas? Alors, je pense que c'est quand même toujours difficile à savoir où se situent les marges. Par contre, je pense que sur ce type de problème, on manque surtout de vision et de pragmatisme. Oui. La vision, c'est parce qu'on en est encore à la vision de De Gaulle et du nucléaire d'il y a 40, 50 ou 60 ans. Et je pense que par rapport aux problèmes pétroliers, aux dépendances des matières premières, on a besoin d'une vision pour savoir comment on doit orienter la société. Et là, ça fait défaillance depuis très longtemps. Et puis surtout, manque de pragmatisme, parce que on fait des chèques énergie, comme on fait des chèques légumes, comme on fait des chèques culture. Et je pense que c'est pas là la solution. La solution, elle est de savoir quel est l'impact sur l'économie, quel est l'impact sur le pouvoir d'achat des Français, et de savoir comment on doit le gérer. Et aujourd'hui, je pense que, alors, je suis pas au pouvoir, donc c'est assez facile de le dire comme ça au micro. Peut-être vous y serez un jour, on ne sait jamais. Je sais pas. En tout cas, il y aura peut-être plus de pragmatisme et plus d'analyse un peu concrète. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, moi, je crois en tout cas, que la discussion, c'est pas de savoir si les Français perdent du pouvoir d'achat ou pas. C'est que ça permet de renflouer un peu les caisses parce qu'il y a beaucoup de taxes sur le pétrole et quand le pétrole augmente, ça fait rentrer des taxes. Par contre, il faut savoir quel est l'impact sur l'économie. Si ça fait ralentir l'économie, à un moment donné, on peut être en droit d'attendre un plafonnement des taxes de manière à éviter l'impact sur l'économie et le pouvoir d'achat. Moi, c'est comme ça que je ferai. Je salue, vous trois, votre capacité à poser les vraies questions sur la table, et c'est là qu'on se retourne vers Philippe Charlez. Alors, Philippe, déjà, prenons les choses dans l'ordre. Alors, attends, Philippe, je prends le volant, laissez-moi. Philippe, déjà, on est d'accord, augmentation du cours du pétrole lié à la guerre, ça, on n'y coupe pas. On est d'accord. Premier point. Alors, attendez, parce qu'il y a deux leviers sur lesquels on ne coupe pas. Il y a effectivement l'augmentation du prix du baril de pétrole brut, donc qui est effectivement lié à la guerre. Il y a une deuxième composante dont on parle moins, mais qui est aussi liée purement au marché et à la situation internationale. C'est pas seulement le prix du pétrole brut, c'est le prix des produits raffinés. Or, il faut savoir que nous avons fortement diminué nos capacités de raffinage en Europe, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais on va pas revenir là-dessus. On a importé énormément de diesel, notamment de Russie, qu'on ne veut plus importer pour des raisons d'embargo, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de diesel sur les marchés mondiaux, d'où
une augmentation assez considérable, presque supérieure à l'augmentation du prix du baril, ce qu'on appelle la marge de raffinage, c'est-à-dire en fait le prix du produit raffiné à Rotterdam, et à nouveau, comme sur le prix du baril, on n'a aucun impact là-dessus. Et là, donc, on est d'accord, l'État ne peut rien faire. Et dernier point, parce que vous connaissez très bien l'émission, Philippe, on va marquer une petite respiration. Et puis, dans un instant aussi, les auditeurs de Sud Radio vont vous poser des questions et intervenir au 0826 300 300. Philippe, vous nous confirmez qu'en revanche, en termes de taxes, la France, il va très fort. Alors, la France, il va très fort, puisque sur les 2 euros de prix, il y a 1 euro de taxe environ, auquel il faut rajouter, ça n'est pas vraiment une taxe, mais c'est intégré à ce qu'on appelle la marge de distribution. Ce sont les fameux certificats d'économie d'énergie qui sont un prélèvement redistribué au profit de la transition énergétique et qui comptent quand même pour 17 centimes au litre. Oui, effectivement. Donc on a globalement 1,17 € de prélèvement de l'État sur les 2 euros par litre. Ce qui veut dire que notre question du soir tient bien. #carburant, l'État doit-il enrayer la flambée des prix de l'essence cet été? Nous vous posons la question à vous les auditeurs. Vous êtes éclairés par notre expert Philippe Charlez. Vous êtes accompagnés par nos vraies voix Mickaël Sherman, René Chiche et Yann Le Dortz. Et vous intervenez au 0826 300 300 dans 2-3 petites poignées de secondes. 17h-20h, les jours de départ, passer à la pompe à essence, plus de 2 € le litre, quel que soit le carburant. Certains en profitent pour engranger des profits sur le dos des automobilistes. La question du soir, #carburant, l'État doit-il enrayer la flambée des prix de l'essence cet été? Nous avons un expert pour nous éclairer, Philippe Charlez. Nous avons nos 3 vraies voix ce soir, Mickaël Sherman, René Chiche, Yann Le Dortz. Vous intervenez au 0826 300 300. Et pour ceux qui ont justement voté sur la chaîne YouTube de Sud Radio, Quentin Saunier, bonsoir Quentin, quelle est la tendance alors à la question, l'État doit-il enrayer la flambée des prix de l'essence cet été? La tendance, elle est très nette. Les gens disent oui à 90%. Comme ça, c'est clair. Voilà. Beaucoup de commentaires également. On a Ledio qui nous dit non, si vous acceptez cela, vous augmenterez la dette et vous devrez la rembourser plus tard avec de nouveaux impôts. On a Nolan qui dit oui, mais en baissant les taxes, à quoi sert de nous prendre notre argent via les taxes si c'est pour le dépenser dans des aides par la suite? C'est vrai que c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. C'est pas mal vu, ça, oui. C'est ça. Et on a Nicolas qui nous fait une sorte de conclusion. Plus d'État ou moins d'État, faudrait savoir. Ouais, très intéressant. Justement, Loïc au 0826 300 300, Loïc de Toulouse. Bonsoir Loïc. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. C'est toujours le fameux. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un gros truc pour éviter qu'on ne se serre la ceinture et qu'on n'aille pas au restaurant, etc., pour cet été. Vous voyez les choses comment? Alors moi, de toute façon, je fais 66 km par jour pour aller bosser. Donc, que l'essence soit 1,60, 1,40 ou 2, ça changera rien à ma problématique. Il faudra quand même que j'aille travailler pour pouvoir remplir mon réservoir, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir remplir mon réservoir. Ouais. Déjà. Voilà. Donc, voilà. Je suis parti de Toulouse samedi dernier. Je vous appelle de Huesca en Espagne. Ah, oui. Où je vais pas tarder à faire le plein de ma voiture. Je l'ai fait à 1,93 samedi. Ouais. Là, j'ai la station Carrefour sous les yeux, essence 95, 1,45,3. Aïe, le voilà le témoignage. Eh oui, Loïc, votre témoignage. Le 98, 1,61, le gasoil de base, 1,52 et le gasoil premium, 1,56. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous faites à Huesca? Si on reprend la question du début. Ouais. Qu'est-ce que vous faites à Huesca? Si vous reprenez votre question du début, je suis en vacances, tout bêtement. D'accord. Donc sur la question du début, oui, l'État doit faire quelque chose. Vous répondez ça, vous? Alors déjà, il va surtout commencer à peut-être renvoyer un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ne savent que pondre des super chèques à tire-larigot, parce que même en étant gros rouleur, je peux vous dire que remplir les 15 CERFA pour toucher royalement 100 €, j'ai beau être bac plus 5 en droit, je me suis rendu compte qu'il me fallait un doctorat pour remplir les CERFA de notre administration fiscale. Non, je pense que l'État, maintenant, faut qu'il arrête ses conneries, parce que là, on est dans de la connerie. Il y a un moment, c'est pas le débat, est-ce qu'il faut qu'il prenne des taxes ou est-ce qu'il faut pas qu'il en prenne? Moi, qu'il en prenne, ça ne me dérange pas, à la seule condition qu'on ait enfin une vraie vision stratégique de quels sont les services publics fondamentaux et qu'on arrête
surtout la dilapidation de l'argent public en France. Merci Loïc pour ce témoignage hyper intéressant. Bonnes vacances en Espagne, vous le Toulousain. Alors justement, Philippe Charlez, qui lui aussi est sur le chemin des vacances. On vient. Je suis arrêté. Oui, évidemment. Vous êtes arrêté, pas par la police, mais vous êtes arrêté. Voilà. Non. Bon, Philippe. Voilà, on vient d'écouter Loïc. Il y a 30 centimes d'écart entre l'Espagne et la France. Ça, c'est quand on a dit ça, on a tout dit, non? Si on prend les États-Unis, c'est encore pire. Aux États-Unis, c'est à peu près, et les États-Unis et les Américains trouvent ça extrêmement cher, $3,80 le gallon. Et dans un gallon, il y a 4 litres, donc ça veut dire que c'est moins d'1 € le litre aux États-Unis. Donc parce que aux États-Unis, pratiquement, les carburants ne sont pas taxés. Donc effectivement, oui, Loïc a tout à fait raison. Il remet d'ailleurs en cause non pas seulement la fiscalité sur l'essence, mais d'une façon générale le modèle français. Il faut savoir que la fiscalité sur l'essence est quand même un revenu de l'ordre de 50 milliards d'euros par an, c'est-à-dire c'est presque autant, pas loin finalement que l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que c'est intégré dans un modèle global. Et d'ailleurs, quand on voit les Français se plaindre notamment du prix de l'essence, je pense que ça intègre une problématique bien plus importante. Il faut quand même rappeler que le prix du transport et de l'énergie, c'est de l'ordre de 8% de la dépense d'un ménage, alors que le logement, c'est 30%. Donc ce qui veut dire que globalement, on descend rarement dans la rue pour se plaindre du prix du logement, alors que si les familles et les ménages sont bien plombés par une dépense, c'est celle du logement. Alors attendez Philippe, parce que René Chiche justement veut vous interpeller. Il semble, Monsieur Charlès, que dans les dom-toms, le prix du carburant est réglementé par le préfet, je crois. Alors pourquoi ce qui est possible dans les dom-toms n'est pas possible en métropole ? Alors l'approvisionnement est très différent. Vous me posez un peu une colle. Je connais assez mal les prix dans les dom-toms et j'ignorais qu'il y avait une réglementation particulière. Si. Mais c'est vrai que les règlements des dom-toms sont souvent très particuliers dans beaucoup de domaines. Donc là, j'ai pas trop la réponse. Mais encore une fois, alors bon, ça c'est la spéciale René, mais on va le piéger tout à l'heure. Non, excusez-moi Philippe. C'est vrai, je confirme que c'est réglementé. Philippe, c'est ma mère. Voilà. C'est que vous adore Frédéric. Non, c'est vrai que je confirme qu'il y a une réglementation. Voilà. Dans les dom-toms pour le prix des carburants. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Parce qu'il y a mais il y a aussi oui, mais alors selon le code du commerce ou de la concurrence, je sais plus exactement lequel, en cas de situation de crise, je crois qu'il serait possible de réglementer ce prix. Donc on se demande bien pourquoi les pouvoirs publics ne veulent pas réglementer vraiment ce prix. 50 milliards. Alors, Yann Le Dort, sur ce que dit Philippe Charlez, alors, si vous voulez lui aussi lui poser une question et le piéger, n'hésitez pas. Ça sera difficile, mais réaction sur ce qu'il vient de se dire là. Je crois surtout que la réponse est dans ce qu'a dit le dernier auditeur. C'est-à-dire que l'arbitrage, il se fait sur les 50 milliards qui ont été annoncés. C'est-à-dire que si on veut plafonner les taxes sur le carburant, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aller chercher le remboursement de la dette sur d'autres moyens de taxes et d'impôts. Et aujourd'hui, comme on n'a pas de vision au niveau de l'État pour savoir comment on va gérer cette dette et comment on va arbitrer les priorités, on fait semblant de prendre des décisions, on sort un chèque. Mais encore une fois, ce chèque carburant, moi ça me fait penser au Covid. Ça me fait penser au Covid et aux 4 pages pour l'attestation pour pouvoir sortir de chez soi. C'est exactement ça. On fait un effet d'annonce pour faire croire qu'on va aider les plus démunis ou ceux qui ont plus besoin de leur voiture pour aller chercher une petite subvention. Mais au final, on croise les doigts pour que le peu de gens puissent le remplir ou fassent l'effort. Michael Sherman. La hausse du prix du carburant, elle touche les travailleurs. Aujourd'hui, ceux qui sont impactés, c'est ceux qui n'ont pas le choix. Les décisions sont prises à Paris, mais parce que là, on parle des vacances, mais bon. Mais sauf que les décisions sont prises à chaque fois à Paris, mais Paris, c'est pas la France. Et les Français qui vivent en province, qui nous écoutent, qui vivent dans des zones périurbaines, ils ont pas le choix d'aller travailler. Tout à fait. Donc, en fait, cette dépense, ce coût mensuel qui impacte fortement le petit revenu qu'ils ont à la fin du mois
et bien souvent ils sont à découvert. Ils ont pas le choix, donc en fait c'est quelque part un petit peu un viol consenti où de toute façon ils vont devoir payer et aller prendre de l'essence, parce que s'ils veulent aller travailler à 25 ou 45 km de chez eux, et c'est que l'aller, ils doivent aller à la pompe à essence. Donc je pense qu'il y a une déconnexion des réalités, des décisions qui sont prises à Paris par les ministères au niveau du gouvernement. Réaction, Philippe Charlez. Oui, alors moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même, j'en ai déjà parlé, une contribution qui n'est pas une taxe, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Oui, ça compte pour environ 16 à 17 centimes, et c'est une contribution qui est donc prélevée puis redistribuée. Et d'ailleurs, son efficacité est très questionnable aujourd'hui, notamment redistribuée pour la transition énergétique, pour les subventions sur les voitures électriques ou bien sur la rénovation thermique des logements. Et donc, ce que je pense, c'est que, et d'ailleurs, moi j'avais proposé ça dès le mois de mars, il y a pas mal de personnes qui m'ont rejoint, notamment Alexandre Jardin, David Listard, je me rappelle, c'était de supprimer momentanément ces certificats d'économie d'énergie, donc d'arrêter pendant quelques mois, le temps que la crise se tasse, et ça permet effectivement premièrement un effort de l'État, donc l'État montre l'exemple, et ça permettrait de réduire le prix d'environ une quinzaine de centimes, on va dire. Oui. Donc c'est-à-dire aujourd'hui à 2, qui est un seuil assez psychologique pour les consommateurs, de redescendre à 1,85. Et ce qui n'est pas négligeable. Merci 1000 fois Philippe Charlez de nous avoir éclairé de vos lumières. Voilà, c'est un sujet. Alors bon courage. Merci à vous. Bon courage. Simplement, je peux simplement vous Philippe, préciser une chose. Très vite, Philippe. Oui. Absolument. C'est dans votre futur débat. C'est donc de bien savoir que c'est le déclenchement des feux de forêt est bien d'origine humaine, et le réchauffement climatique est un catalyseur, un accroissement du risque. Vous vouliez nous lancer sur le débat de tout à l'heure, 18h. Mais avant, on va voir l'arrivée du Tour de France. Restez bien avec nous, restez bien avec Les Vraies Voix. À tout de suite. 17h-20h, Les Vraies Voix Sud Radio.